Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La police célèbre sa fête nationale, l'occasion pour le directeur général de la Sûreté de dresser un tableau du bilan et des perspectives de l'action de cette institution. La ruée vers la zone aurifère de Gleibendoroura a commencé. Un convoi de 150 véhicules est déjà sur place. Vers la finalisation de l'accord de pêche mauritano-sénégalais signé en juillet dernier, les pourparlers ont commencé aujourd'hui à Nouakchott entre les délégations des deux pays. Merci d'être avec nous. Nous disions donc dans les titres, la police nationale a célébré ce mardi son anniversaire. Pour l'occasion, une cérémonie de levée de couleurs a été organisée à l'école de police en présence d'officiels. Un reportage de Céré Sidibé. Prise d'armes, levée des couleurs, passage en revue des formations des différentes sections de la police nationale, le moment est plein de solennité. Il s'agit de la célébration de la fête nationale de la police mauritanienne. Elle est commémorée concomitamment avec la fête de la police arabe chaque 18 décembre. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Abdallah, a mis en exergue le rôle de la police dans un contexte régional et mondial marqué par l'insécurité, le trafic de drogue et la criminalité transfrontalière. L'assistance a suivi des exercices de démonstration caractéristiques du quotidien de la police nationale. Ce sont, entre autres, des missions de maintien d'ordre ou encore des interventions visant à appréhender des brigands. Ce qui exige de ces hommes dextérité, professionnalisme, vitalité et efficacité. Cet instant a capté l'attention de toute l'assistance qui a exprimé son intérêt pour ces exercices. Autre moment fort de cette célébration, la remise des diplômes aux lauréats des promotions des élèves policiers au terme de plusieurs mois de formation pratique et théorique. Et justement, à ce sujet, nous recevons ce soir sur notre plateau El-Qassem Sidi Mohamed, commissaire principal, directeur de la surveillance du territoire. Monsieur Qassem Sidi, commissaire plutôt, Qassem Sidi Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Alors, la fête nationale de la police a été célébrée aujourd'hui. De quoi s'occupe concrètement la police? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier la télévision du Sahel qui nous a permis de pouvoir communiquer sur les importants acquis sécuritaires réalisés au cours de ces dernières années. En fait, la fête de la police, c'est la fête de la police arabe, mais qui est célébrée tous les ans le 18 décembre dans chacun des pays arabes. Et c'est l'occasion de dire, de souligner les importants acquis sécuritaires qui ont été réalisés dans notre pays. Tout le monde a souvenance du délitement sécuritaire qu'il y avait il y a environ une dizaine d'années. Nous nous rappelons de Tourine, nous nous rappelons de Khallaouia, nous nous rappelons que nos frontières étaient poreuses, nous nous rappelons les stupéfiants, les avions qui débarquaient, nous nous rappelons également la tuerie d'Alec en mai 2007, nous nous rappelons l'attaque qui a eu lieu ici à Tavargzena, au centre émetteur, au cours de laquelle des martyrs de la police nationale sont morts sur les premières lignes. Quand nous regardons cette situation, nous savons que notre pays était en danger. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont mis en place une stratégie nationale sécuritaire multidisciplinaire pour la lutte contre le terrorisme, pour la lutte contre les stupéfiants, pour la lutte contre l'immigration clandestine et pour la lutte contre la criminalité organisée transfrontière et le blanchiment d'argent. Cette stratégie a donné des résultats probants. Et notre pays, aujourd'hui, est cité un exemple par nos partenaires étrangers, notamment l'Union européenne, mais également par tous les autres pays de la sous-région, mais également par les organisations internationales, l'Office national des Nations Unies pour les crimes et la drogue, l'ONDC, mais également Interpol, l'organe international du contrôle des stupéfiants. Tous ces organismes notent, et au cours de nos discussions avec eux, que la Mauritanie est à l'heure actuelle le plus important rempart sécuritaire dans tous les domaines au niveau du Sahel et au niveau du Sahara. Et c'est grâce à notre politique de sécuritaire pluridisciplinaire. Donc
une reconnaissance internationale. Donc, alors, nous allons venir sur le plan national. Aujourd'hui, le directeur général de la Sûreté a avancé certains chiffres. Alors, plus de 5000 étrangers en situation irrégulière qui ont été acheminés vers leur pays. 722 présumés trafiquants de drogue, dont 215 étrangers arrêtés rien que pour cette année en 2018, saisis de 563 kg de stupéfiants et de 4330 de comprimés psychotropes. Alors que peut valoir donc ce palmarès à côté de l'inquiétude des citoyens? Les citoyens se plaignent quand même de vols, de viols, d'agressions. En fait, ils sentent une insécurité ambiante au quotidien. Je pense que certains ne voient que la face cachée de l'iceberg. Ce sont des chiffres, mais ce ne sont pas tous les chiffres. On doit dire que la sécurité au niveau de la Mauritanie et au niveau de Nouakchott s'est beaucoup améliorée. Parce que nous avons reconduit à la frontière plus de 5000 étrangers et tout le monde a souvenance que dans les années 2003-2004, 24 000 Africains ont débarqué sur le littoral des Canaries, au départ de la ville de Nouadhibou. Et tout le monde a souvenance des images des migrants faméliques, rachitiques qui ont été véhiculés par les chaînes de télévision. Et ce qui démontre qu'à cette époque, les pouvoirs publics étaient dans l'incapacité de gérer les frontières. Face à la situation, qu'est-ce qui a été fait? Nous avons créé plus de 50 postes frontières. Nous avons mis en place une défense opérationnelle de notre territoire assurée par les forces armées et de sécurité. Nous avons mis en place un état civil biométrique avec une application qui s'appelle OBO qui permet de gérer en temps réel les entrées et les sorties sur le territoire national. Au niveau des stupéfiants, les saisies, plus les saisies sont importantes, plus ça démontre que nos services travaillent d'arrache-pied pour le contrôle de l'entrée, mais malheureusement, nous vivons dans un monde globalisé et nous savons qu'on ne peut pas empêcher certains de faire mais l'effort fait jusqu'ici, quand on a saisi 500 et quelques kilos, arrêté 700 et quelques personnes, dont plusieurs étrangers, cela veut dire qu'un effort important est fait en amont et en aval pour permettre d'assurer la sécurité et la santé de nos jeunes face au fléau des stupéfiants. Vous êtes en effet sur plusieurs fronts. Alors, je reviendrai juste un petit peu sur ma question en matière donc d'agression, de vol, en fait de crimes quotidiens. Les gens parlent souvent, il y a énormément de rumeurs qui circulent, des articles, sur les réseaux sociaux aussi, les gens parlent énormément d'insécurité. Les gens, en fait, ont peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? De toutes les façons, le risque zéro dans le domaine de la sécurité n'existe pas. Les stupéfiants, la criminalité organisée font partie des grandes villes, font partie du quotidien des grandes villes. Mais nous, au niveau de la Mauritanie, nous avons une stratégie sécuritaire au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Nous avons la wilaya de Nouakchott-Ouest, dont la police a la charge totale de la sécurité. Quand vous circulez à Nouakchott le soir, vous voyez à chaque carrefour un véhicule avec des éléments prêts à intervenir. Même dans les quartiers, nous les voyons circuler dans les quartiers aussi. Dans les quartiers. Au niveau de Nouakchott Sud, la sécurité, les patrouilles sont assurées par la police, qui est épaulée également par les éléments de la garde. Au niveau de Nouakchott Nord, la police est épaulée également par la gendarmerie. Et comme je l'ai dit, le risque zéro n'existe pas. De toutes les façons, il y a une chose, il n'y a pas une seule affaire de meurtre non élucidée. Toutes les affaires de meurtre sont élucidées, parfois en moins de 24 heures, de 48 heures. Et les moyens sont mis en place pour la sécurité des personnes et des biens. Mais de toutes les façons, nous considérons que les citoyens doivent faire confiance en leur police, en leur État, et que de toutes les façons, toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors souvent, les gens ont tendance à indexer les étrangers, les franges les plus pauvres de la population locale en matière de criminalité. Est-ce que ça vous paraît juste? Non, on ne doit pas vilipender les étrangers parce qu'ils le sont. De toutes les façons, la criminalité n'a pas de nationalité. Il y a des étrangers, mais également des nationaux. Et nous devons, dans ce domaine, faire attention à ne pas indexer l'étranger comme étant la source du mal. Mais de toutes les façons, les services de sécurité travaillent d'arrache-pied pour
arrêter tous les criminels, qu'ils soient nationaux ou étrangers, et en vue de leur déferment devant la justice. Alors, nous revenons donc à l'international. En août 2017, il a été fait état d'un rapport de la société américaine de sondage Gallup, société de sondage. Cette société de sondage a classé la Mauritanie à la 9e place avec un indice de 60 dans le top des 10 pays les plus dangereux du monde en matière de sécurité. Sur quelle base la Mauritanie a occupé cette place, à votre avis? Personnellement, je n'ai pas de commentaires par rapport à faire. Ce sont des organisations, des ONG qui ont leurs chiffres, etc. Mais nous, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, il est certain que la Mauritanie constitue aujourd'hui le rempart sécuritaire le plus important dans le Sahara et le Sahel. Ce sont nos partenaires étrangers, l'Union européenne, le G5 Sahel, dont la Mauritanie est un État central et important pour la locomotive de la sécurité, de la tête, etc. Donc, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut avec les chiffres. Et puis d'ailleurs, je n'ai jamais entendu parler de cette ONG et je suis réservé sur ce qu'elle dit. Vous réservez, mais vous commencez quand même à communiquer. La police communique. Alors, il s'agit d'une volonté de se rapprocher du citoyen? Absolument, nous communiquons et d'ailleurs, on vient de lancer un journal qui s'appelle Shorta, qui paraît tous les 3 mois, dans lequel nous faisons état de toutes nos activités, des chiffres, des statistiques, et des réalisations, mais aussi des objectifs que nous fixons pour l'avenir. Alors je vais vous demander un dernier message justement à destination des citoyens. Je voudrais dire à tous les citoyens et à tous les étrangers résidant en Mauritanie que la sécurité est une fonction régalienne de l'État et que les services de sécurité, notamment ceux de la police, travaillent d'arrache-pied pour assurer leur sécurité ainsi que leurs biens. Donc merci beaucoup pour tous les éclaircissements que vous nous avez apportés. Donc je rappelle que vous êtes monsieur le commissaire Qassem Sidi Mohamed, commissaire principal, directeur de la surveillance du territoire. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Autre célébration, celle de la Journée internationale de la langue arabe à la salle de conférence de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Une manifestation organisée par le Centre mauritanien pour la langue arabe en coopération avec Arabinet et le Conseil de la langue arabe. Au cours de cet événement, des personnalités qui ont contribué de manière distincte à la promotion et à la protection de la langue arabe ont été donc distinguées. La commission chargée du dossier de la prospection aurifère dans la wilaya du Tiris Zemour a annoncé que les véhicules tout-terrain seront interdits d'accès dès mardi à la zone de prospection, dans la zone donc de Greibendour. Seuls les camions pourront se rendre dans cette zone après la date fixée. Dimanche dernier, 150 véhicules avec à bord la première vague d'orpailleurs se sont rendus dans la zone là-bas. La prospection pour l'or a été autorisée par les autorités dans la zone militaire, suivant des dispositions préalablement définies qui garantissent les intérêts des orpailleurs et la sécurité dans la région. Le nombre des orpailleurs a déjà atteint 9900, mais les bureaux sont encore ouverts à Zouerat et continuent d'enregistrer les candidats à la prospection qui seront acheminés par groupe vers les lieux de l'exploration. La deuxième phase du projet La Voix des jeunes du Sahel a été lancée aujourd'hui à Nouakchott. Lors de cette phase, le projet s'emploiera à trouver des mécanismes pour une lecture consensuelle et pour les solutions relatives aux politiques suivies par les pays du G5 Sahel dans le domaine de la promotion des jeunes. Il s'agira aussi d'étudier les stratégies de coopération entre les pays du Nord et ceux du Sud. Ce projet revêt une grande importance pour le département de la jeunesse et des sports, eu égard à son rôle dans la consolidation du dialogue et la participation sociale. Ceci permet aux jeunes de faire face aux défis de la criminalité organisée transfrontalière, l'immigration clandestine et l'extrémisme. L'Union européenne et le Royaume du Danemark avaient décidé de financer la seconde phase de ce projet qui sera axé sur le volet de l'éducation, la formation professionnelle et les opportunités économiques afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et développer le travail volontaire. Le ministre sénégalais des Pêches et de l'économie maritime est arrivé hier soir à Nouakchott. Il effectue une visite de 2 jours dans notre pays. Omar Gueye doit finaliser avec son homologue mauritanien les pourparlers mauritano-sénégalais en matière de pêche. Hamoura Diagana. Le ministre sénégalais des Pêches, Omar Gueye, est venu discuter de la mise en œuvre du protocole d'accord de pêche.
Cet accord concerne la location de bateaux de pêche artisanales, la délivrance de licences de pêche aux bénéficiaires et le lancement des activités de pêche. D'autres accords sont en vue, notamment le gaz à l'horizon 2019. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé une visite à Nouakchott vendredi prochain pour signer avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz un ensemble d'accords relatifs à l'exploitation du champ gazier découvert à la frontière maritime entre son pays et la Mauritanie. Cette annonce a été faite par le chef de l'État sénégalais alors qu'il présidait à Paris la 8e session du groupe consultatif pour le Sénégal relatif au financement des mesures prioritaires dans le cadre de la seconde phase du programme Sénégal émergent. Cette signature des accords à Nouakchott consacrera la finalisation du dossier et les travaux pour l'exploitation de cette ressource qui pourrait commencer dès le début de l'année prochaine. Le Sénégal et la Mauritanie avaient signé en février dernier un accord de coopération gouvernementale sur le développement et l'exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim, découvert à la frontière entre les deux pays. Ce champ gazier est considéré le plus important en Afrique de l'Ouest et sa réserve est estimée à plus de 450 milliards de mètres cubes. Et maintenant, nous rejoignons Ndeiso Sidi pour le journal de l'économie. Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour cette page éco. Parlons inflation. Le taux d'inflation en Mauritanie a enregistré une hausse de 0,2% comparé à celui du mois précédent, rapporte l'Office national de la statistique, ONC, dans sa note mensuelle reçue mardi à Abba. Cette hausse résulterait des variations constatées chez certaines fonctions en octobre et en novembre, explique la note, précisant que les dites fonctions seraient compte tenu de leur poids respectif des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, les transports et la communication. La note a par ailleurs révélé que l'indice harmonisé des prix à la consommation de la capitale Nouakchott a connu une hausse de 0,5% en novembre par rapport au mois précédent. Il a souligné que cette progression tire ses origines essentiellement des fonctions transport, logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles. Pêche Mauritanie-Sénégal. Depuis ce mardi à Nouakchott, des discussions entre la Mauritanie et le Sénégal destinées à activer l'accord de pêche entre les deux pays signé en juillet dernier à Nouakchott. Cet accord autorise les pêcheurs sénégalais à accéder aux eaux territoriales mauritaniennes dans des pirogues et des équipages sénégalais. Les pêcheurs sont bénéficiaires de 400 licences pour capturer 50 000 tonnes de poissons pélagiques avec 400 pirogues. Face à la rareté du poisson dans les eaux territoriales sénégalaises à cause notamment d'une surexploitation de la ressource, les pêcheurs sénégalais sont de plus en plus dépendants des pays voisins comme la Mauritanie et la Guinée-Bissau. En 2012, la pêche illégale a représenté un manque à gagner de 300 millions de dollars pour le Sénégal, soit 2% de son PIB. Le président sénégalais espérait 4,9 milliards de dollars des bailleurs institutionnels pour financer la phase 2 du plan Sénégal émergent 2019-2023. À Paris, il a officiellement obtenu des engagements pour 14 milliards de dollars, 3,5 milliards de dollars promis par la Banque mondiale, 2,3 milliards de la Banque africaine de développement et 1,5 milliard d'euros de la France. 700 milliards alors que nous recherchons 2800 milliards. Donc c'est la preuve de l'engagement de la communauté internationale auprès du Sénégal, c'est la preuve de la confiance de la communauté des bailleurs de fonds dans notre politique, qui est une politique responsable, une politique de croissance inclusive.
Par ailleurs, le président Macky Sall a annoncé à Paris qu'il se rendra vendredi à Nouakchott pour signer avec le président Mohamed Ould Abdelaziz l'ensemble des actes relatifs à l'exploitation du gisement de gaz découvert à la frontière entre les deux pays. Les travaux pour l'exploitation de ces ressources pourraient démarrer début 2019. Voilà qui met fin à ce journal Écho. Retour à Salwa Chérif. Merci Ndeye Sosidi. Nous passons maintenant à l'actualité internationale. Le Premier ministre belge Charles Michel a annoncé ce soir sa démission devant la Chambre des députés. C'était à l'issue d'un débat à la Chambre et sous la menace d'une motion de défiance déposée par les socialistes et les écologistes. Charles Michel avait pris la tête d'un gouvernement minoritaire le 9 décembre dernier après la démission des ministres nationalistes flamands de la coalition gouvernementale en raison d'une divergence profonde sur le pacte de l'ONU sur les migrations. Le pacte avait initialement fait l'objet d'un consensus gouvernemental avant que la NVA, poids lourd de la coalition belge, ne change d'avis fin octobre. Avec le départ de la NVA, Charles Michel, un libéral, s'est retrouvé sans majorité au Parlement à 5 mois des prochaines élections législatives qui sont donc prévues fin mai. Et justement, le pacte mondial pour les réfugiés a été approuvé à l'unanimité par les États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies hier à New York. Ce nouvel accord international vise à apporter une réponse plus forte et plus juste aux grands mouvements de réfugiés et aux pays qui les accueillent. Ce pacte, conçu pour fournir un modèle robuste et systématique destiné à améliorer la vie des réfugiés et de leur communauté d'accueil, est le résultat de 2 années de consultations intensives au niveau des Nations Unies. L'approbation de ce pacte par l'Assemblée générale intervient une semaine après l'adoption formelle à Marrakech de son document, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. En effet, la déclaration de New York de septembre 2016 avait donné naissance à 2 pactes, l'un sur les réfugiés et l'autre sur les migrants. L'Organisation des Nations Unies et l'autorité palestinienne ont lancé hier un appel de fonds de 350 millions de dollars pour venir en aide à 1,5 million de Palestiniens vivant dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris Al-Quds Est. Les 350 millions de dollars ont été sollicités pour 2019 dans le cadre du plan de réponse humanitaire pour les territoires palestiniens occupés. Le financement doit permettre de fournir des denrées alimentaires de base, une protection, des soins de santé, des abris, de l'eau et des installations sanitaires aux personnes les plus dans le besoin. Le président sénégalais espérait 5 milliards de dollars des bailleurs institutionnels pour financer la phase 2 du plan Sénégal émergent. À Paris, il a finalement obtenu des engagements pour 14 milliards de dollars, 3,5 milliards de dollars promis par la Banque mondiale, 2,3 milliards de dollars de la Banque africaine de développement, 1,5 milliard d'euros de la France. Au total, donc, la première journée du groupe consultatif Sénégal aura permis au président sénégalais de récolter quelques 14 milliards de dollars de promesses de financement de la part des bailleurs institutionnels. Une somme qui représente près de 3 fois l'objectif annoncé par Macky Sall en amont de la rencontre et le double des sommes annoncées lors du premier volet du plan Sénégal émergent en 2014. Et la trêve a été de courte durée à Hodeïda. Quelques minutes après le début du cessez-le-feu hier, des combats ont éclaté dans l'est de cette ville portuaire yéménite. Des combats sporadiques avaient encore eu lieu dans la journée de lundi, à l'est et au sud de la ville, par où transite l'essentiel des aides et des importations alimentaires du Yémen. Initialement, cette trêve devait entrer en vigueur la semaine passée, mais a été retardée pour des raisons opérationnelles. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. La police nationale célèbre la fête de la police arabe, l'occasion pour le directeur général de la Sûreté de dresser un tableau du bilan et des perspectives de l'action de cette institution. La ruée vers la zone aurifère de Gleibendoroa a commencé. Un convoi de 150 véhicules est déjà sur place. Vers la finalisation de l'accord de pêche mauritano-sénégalais signé en juillet dernier, les pourparlers ont commencé aujourd'hui à Nouakchott entre les délégations des 2 pays.
Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.